lundi, puis relancer ça la semaine prochaine. D'autant plus que... Bonjour à tous, merci pour votre présence à notre webinaire. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous nous voyez bien, que vous voyez bien les slides et que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien également? Super, parfait. Merci beaucoup pour les quelques réponses. Donc effectivement, merci pour votre présence. L'objectif aujourd'hui, c'était de discuter d'un sujet, on va dire, assez d'actualité. Donc Kubernetes notamment, à travers beaucoup de questions finalement qu'on va essayer de couvrir. Est-ce le bon choix? Faut-il migrer? Comment le faire? Et puis finalement, mesurer aussi un petit peu le pour et le contre selon les cas de figure pour vous donner un éclairage un peu plus large par rapport à vos propres, votre propre situation. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On est là pour y répondre et on le fera donc du coup en live. Très rapidement, en introduction, donc ce webinaire autour de Kubernetes s'inscrit dans une série de contenus qu'on construit et qu'on met à disposition sur notre site internet. Alors, on anime des webinaires, des tables rondes assez régulièrement. Ce sont des contenus qui sont disponibles sur notre YouTube. On rédige des articles de blog autour justement de tous ces sujets, que ce soit du DevOps, du cloud, de la méthodologie aussi en général. Et puis, on rédige des documents, donc des livres blancs, des e-books, autour justement des sujets de la gestion, de la modernisation des infrastructures. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter ou à consulter tout simplement notre site internet. Très rapidement, Synapsys, un acteur du conseil et de l'expertise sur tout ce qui est infrastructure IT. Donc, on accompagne nos clients essentiellement grands comptes depuis 12 ans sur des projets d'infrastructure. Et puis, on capitalise autour de nos expertises sur, dans les domaines du cloud, du DevOps, de la cybersécurité, de la data et également de la transformation des systèmes d'information. Donc voilà, on accompagne depuis vraiment très longtemps tous nos clients, donc comme je l'expliquais, grands comptes de tout secteur d'activité dans leurs grands projets de transformation structurants. J'ai le plaisir d'avoir donc 3 experts aujourd'hui avec moi, donc des experts cloud, des experts DevOps qui vont pouvoir vous présenter tous ces sujets. Sylvain, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, donc bonjour à tous. Sylvain Le Souder, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille. Je suis architecte depuis un peu plus de 10 ans et dans le domaine plus spécifique du cloud, 7-8 ans. Voilà. Merci beaucoup. Philippe? Bonjour, moi c'est Philippe, bonjour à tous. Moi je suis aussi architecte et j'ai à peu près 20 ans d'expérience dans le domaine informatique divers et variés. Rien que ça. Et Rami? Bonjour tout le monde. Donc moi, ça fait à peu près 11 ans que je travaille. Je suis à la base développeur back-end et après j'ai basculé sur tout ce qui était DevOps et un peu d'enseignement sur le côté. Super. Merci beaucoup à tous les 3. Donc effectivement, je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat, c'est vraiment fait pour ça. Comme vous avez pu le comprendre, l'objectif c'est vraiment de réunir en fait des experts chevronnés en la matière et qui ont vécu vraiment toutes ces expériences et qui sont capables de témoigner pour justement avoir un petit peu ces débats, ces discussions sur des sujets du quotidien en fait sur lequel vous devez faire un arbitrage ou sur lequel vous devez un petit peu manœuvrer. Donc, on en revient au sujet Kubernetes. Est-ce que, Sylvain, tu pourrais contextualiser un petit peu les choses? Ouais. Alors, Kubernetes, c'est l'orchestrateur de conteneurs principal. C'est celui qui a un peu gagné la bataille il y a 7-8 ans. On ne savait pas quel allait être l'orchestrateur principal qui allait être utilisé. On avait Rancher, on avait VMware, on avait même Red Hat qui avait son propre orchestrateur. C'est vraiment Kubernetes qui a gagné. Alors Kubernetes, c'est un projet qui est issu d'un projet interne à Google qui s'appelait Borg il y a 16-17 ans à peu près, et il a vraiment remporté le morceau, et c'est maintenant l'orchestrateur principal. On le trouve en plus on va le trouver essentiellement chez Google, bizarrement. On va le trouver aussi beaucoup chez
AWS, Azure et AliCloud, qui sont les trois autres grands fournisseurs de cloud. Et évidemment, si on veut, on peut le déployer dans son propre data center, puisque c'est un outil qui est complètement open source. Il y a une quantité absolument phénoménale de plugins, de manières de le déployer, de manières de l'instancier. Globalement, on le trouve quasiment partout, et il est présent chez beaucoup de grandes entreprises. Donc voilà, Kubernetes, ça fait 6-7 ans qu'il est vraiment très utilisé, et que les grands comptes, comme on dit chez nous dans les ESN, l'utilisent à plus ou moins grande échelle. Voilà. Donc je vais passer la main à Rami pour la partie avant de se lancer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, ou si vous justement vous posez ces questions, mais avant de se lancer, c'est des petits conseils que personnellement j'ai vécu et que je voudrais vous donner. C'est très important d'avoir un sponsorship fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va tout dimensionner. Il faut vraiment que la direction soit d'accord avec ça et soutienne les équipes techniques. C'est très structurant de décider de migrer sur du Kubernetes. Après, là, on parle de migration, mais c'est aussi le cas si c'est un nouveau projet. Vous pouvez très bien décider de faire un nouveau projet en POC pour voir est-ce que ça marche Kubernetes, mais dans tous les cas, le sponsorship, c'est clairement la chose la plus importante, encore une fois, pour moi. Je ne sais pas si Sylvain et Philippe, je ne sais pas ce que vous en dites, vous. Je suis sûr, on est d'accord. Hein. Ouais. On est d'accord. Ouais. Alors, on parle de sponsorship, mais il y a aussi, on a dit que c'était très structurant, mais il y a aussi une notion d'investissement humain. Pourquoi humain ? Parce qu'en fait, c'est très coûteux en termes de montée en compétences. Et aussi, il faut une équipe qui s'occupe d'un cluster cube. Il faut surtout pas vous imaginer que Kubernetes va tout gérer automatiquement et que c'est bon, c'est magique, il n'y a plus rien à faire, plus besoin d'équipes qui vont s'occuper de l'infrastructure. Non. C'est des contraintes différentes, c'est un apprentissage différent, ça a des avantages différents aussi, mais dans tous les cas, c'est un fort investissement, qu'il soit humain ou technique. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez plus d'informations d'ailleurs dessus. Il y a tout ce qui est contrainte, effectivement, tout ce qui est conformité. Si vous êtes dans des grands groupes, des fois, il faut respecter certaines pratiques, ne serait-ce que pour tout ce qui est monitoring, tout ce qui est sécurité, ce genre de choses. Et donc, voilà, peut-être que ça correspond pas forcément à la politique de la boîte actuellement. Faut voir la rentabilité que vous allez y gagner. Alors, on va en parler aussi un peu plus tard. Vous allez voir quand on va peser un petit peu, si on peut dire les pour et les contre, on va dire les différentes facettes de Kubernetes. Mais faut vraiment voir à terme qu'est-ce que va vous apporter Kubernetes. Pourquoi vous voulez partir sur Kubernetes ? C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre le point dessus. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que la rentabilité, justement, elle s'articule autour de 3 phases. Il y a l'aspect coûts initiaux, les investissements continus et les avantages à long terme. De mon point de vue, sur les coûts initiaux, ça représente la licence et l'infrastructure, comme par exemple l'acquisition de licences pour les outils cubes, ou la mise en place de l'infra sous-jacente, donc les serveurs, le réseau, le stockage, et tout ceci donc, peut générer des coûts importants. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Et aussi la formation expertise, comme tu le disais juste avant, la formation des équipes internes sur Cube, l'acquisition justement de l'expertise nécessaire pour gérer et maintenir ces environnements-là en production. Donc ça peut aussi occasionner des frais non négligeables. Il y a l'aspect aussi investissement continu, comme je disais juste avant. Donc la maintenance et le support, l'outil et le licensing et l'optimisation des performances. Donc ça, c'est des points qu'il faut vraiment pas perdre de vue quand on veut se lancer. Et enfin, oui. Non, vas-y Philippe, excuse-moi. Et justement, après, il y a donc les avantages à long terme, donc les réductions de coûts d'infrastructure que ça peut engendrer, l'accélération du développement et de la mise en place par la production de cet outil, et surtout le point crucial en fait, c'est l'amélioration de la disponibilité et des performances des applications. Donc aussi donner une bonne image de son système d'information aux clients finaux, et enfin une agilité et des évolutivité de façon itérative. Donc, voilà, et donc une meilleure collaboration et de l'innovation. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ? D'ailleurs, honnêtement, de ce que j'ai vu, c'est certaines équipes qui gèrent des infrastructures plus ou moins grosses. En fait, un des trucs qu'il faut identifier avant de vous lancer, que ce soit pour un nouveau projet ou pour une migration vers du Kubernetes, c'est souvent des peurs. Les gens ont peur qu'avec Kubernetes, ils vont perdre certains avantages. Je ne suis pas un aficionado, enfin, on aime bien Kubernetes, mais je ne dis pas qu'il faut tout le temps aller sur Kubernetes. Mais
Avant de vous lancer, essayez d'identifier si vous avez les peurs de toutes les parties prenantes, que ce soit utilisateur jusqu'à la direction, en passant par les devs, les ops, tout ça. Quelles sont leurs peurs? Si vous identifiez aucune peur, c'est bon, en termes de contraintes, on n'a pas peur, on sait qu'on va pouvoir respecter ça. En termes d'investissement, on sait qu'on va pouvoir le faire. Notre direction, elle est prête à nous suivre. Là, c'est bien, on peut Ouais. partir. Alors Mais après, voilà, j'ajouterais aussi, ouais, il y a aussi la complexité de l'organisation. oui, C'est qui est vraiment à prendre en compte dans la rentabilité globale, justement. Quand on parle de rentabilité à terme, il faut vraiment être sûr que déjà l'organisation elle soit partante. Donc, il faut vraiment faire une analyse approfondie, pardon, et minutieuse justement de tout ce qui pourrait apparaître sur le chemin de l'implémentation. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi de crucial, quoi. Alors un petit mot sur si votre application, si une ou plusieurs de vos applications sont des très gros monolithiques. Ce que j'appelle monolithique, en fait, c'est une application avec qui regroupe en fait plein d'applications différentes et qu'en fait il y a plein d'équipes différentes qui développent sur le même repository. Attention à ce genre c'est vrai que Kubernetes pour le monolithique, c'est un peu plus vous avez l'âme aventurière si vous le faites, disons, parce que ça complexifie quand même pas mal la chose. Je dirais qu'il faut peut-être faire dans ce cas-là un travail en amont qui serait peut-être de découper le gros monolithique, à voir si ça match en termes de besoins, que ce soit technique ou fonctionnel, hein. Mais les gros monolithiques, ça peut être un déblocage pour aller sur du Kubernetes. Après, Ouais. enfin, les langages utilisés, c'est surtout, faut faire attention. Bon, ça reste des containerisations. Faut vraiment faire attention que votre conteneur, il prenne pas, par exemple, 5 ans pour s'allumer. Ouais. Alors moi, je voulais faire un petit focus justement sur les différents langages utilisés. Il y avait le Go justement, donc développé par Google et donc est conçu pour être performant, efficace et facile à utiliser. Donc Kubernetes, bon, comme on le sait, est écrit en partie en Go, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et voilà, et de nombreux outils bibliothèques justement sont également écrits en Go. Donc c'est facile à containeriser et en partie natif grâce à ça. Après, il y a aussi le Python, que tout le monde connaît, langage de programmation polyvalent, populaire pour le développement web. L'avantage sous Cube, c'est que en fait, il prend en charge de nombreux frameworks comme Django et Flask pour ceux qui sont habitués. Par contre, il y a un petit effet, comme tu parlais tout à l'heure, Rami, c'est que il peut y avoir certaines lenteurs à mettre en place. Par exemple, Python nécessite justement des conteneurs assez conséquents, justement, et donc plus lent à charger en mémoire. Tout comme Java, si je suis bonne mémoire. Et enfin, il y a le C Sharp, qui peut être aussi utilisé, qui est un langage de programmation généraliste, développé par Microsoft, je crois, au début des années 2000, et donc est largement utilisé pour les applications .NET. Et donc justement, Cube prend en charge ce type de déploiement d'applications et de framework C Sharp. En fait, je rajouterais un petit truc avant de se lancer. Faut savoir que vous n'êtes pas obligé directement de partir sur un gros Kubernetes qui est directement sur un cloud ou installer directement un gros truc, hein. Il existe des mini Kubernetes que vous pouvez installer sur un seul ordinateur, un seul serveur, et vous pouvez faire vos expérimentations dessus. Comme ça, si vous avez des doutes sur est-ce que mon application va être supportée correctement par Kubernetes, ça permet de faire un bon petit POC et peu coûteux d'un point de vue humain. Et en plus, c'est plutôt marrant à faire. Donc ça, c'est cool. Ça marche. Sylvain, je ne sais pas si tu veux compléter. Moi, sur la partie langage, j'en avais un aussi qui est dans les langages pas adaptés en fait à l'usage de Kubernetes. Alors on parlait de gros monolithes tout assemblés tout à l'heure. C'est tout ce qui est autour de PHP. PHP en général est très peu adapté à l'usage de Kubernetes parce qu'il vient à la fois avec son serveur d'application et son serveur de présentation, ce qui fait que comme on peut pas découpler les applications, c'est pas possible. Enfin, il est pas adapté. Il est conteneurisable, mais il n'est pas vraiment adapté à cette typologie d'usage. Ok, très bien. De toute façon, il y a effectivement toute la partie méthodologie qu'on présentera juste après. Et je pense, Philippe, tu parlais un petit peu tout à l'heure justement de bien définir en amont. Donc, j'imagine que tu parles d'assessment. Oui, on parle exactement, tout à fait, l'assessment qui est primordial dans de toute façon réflexion. générale. Ouais, tout à fait. On part dans le vif du sujet et n'hésitez surtout pas non plus à commenter, peut-être donner aussi votre avis dans le chat par rapport à tout ça. Donc, l'analyse des fonctionnalités, le pour et le contre. Rami? Ouais. Alors moi, par exemple, la configuration simplifiée. Qu'est-ce qu'on appelle configuration simplifiée? Vous avez une infrastructure avec des applications et vous, ce que vous voulez faire, c'est que l'application ne s'éteigne jamais, qu'elle ne tombe jamais en panne.
Et ben, si vous fonctionnez avec des VM, vous allez faire tout ce qui est mise en place des load balancers, mise en place, adapter plusieurs serveurs pour qu'ils puissent être, nos jamais s'éteindre, que la charge soit suffisante. Mais ça coûte cher déjà. Ça coûte cher et il faut le configurer. Et en plus, il faut quelqu'un qui surveille tout ça. Et ben en fait, par défaut, Kubernetes est fait pour faire ça. Automatiquement, en fait, c'est comme s'il avait un pool de ressources. C'est exactement ça en plus. Il a un pool de ressources et automatiquement, il va adapter. Ah, il y a besoin de plus de puissance. Hop, automatiquement, il va monter le besoin. Il va en créer plusieurs. Alors, c'est plus de la scalabilité horizontale, mais il peut monter automatiquement plusieurs. Et dès que la charge commence à diminuer, l'exemple parfait, c'est tout ce qui est Black Friday pour les sites d'e-commerce, par exemple, où d'un coup, ça monte, il y a beaucoup de sollicitations. Il peut créer beaucoup d'instances et d'un coup, il peut, quand il n'en a plus besoin, il va réduire. Tout ça, ce sont des règles qui se configurent, mais par défaut, c'est ce que j'appelle by design, votre application sera résiliente et scalable. Et Kubernetes est quand même fait assez récemment, a été mis en place quand même assez récemment, et par défaut, tout est automatisé. Il n'y a pas quelqu'un qui doit venir appuyer sur un bouton pour allumer les différentes instances ou quoi que ce soit. C'est basé sur de la conteneurisation. Qui dit conteneurisation, j'adore la conteneurisation, moi perso je suis un grand fan de ce principe. Ça parle de portabilité, ça veut dire que les images, il suffit de les récupérer, tout ce qui est registry, Docker Hub, etc. Et en plus de ça, comme tous les providers de cloud proposent Kubernetes, après si vous êtes en on-premise aussi, Kubernetes est devenu, comme a dit Sylvain, c'est lui qui a gagné la bataille, c'est un standard presque maintenant. Et ben en fait, toutes vos applications seront beaucoup plus faciles à transporter d'un cloud privé ou un autre. Et la sécurité qui est beaucoup plus simple à gérer parce que c'est un cluster, tout est à un endroit et qu'au plus de ça, alors on va en parler juste après, mais il y a tout un écosystème qui a été mis en place. Ouais. Merci Rémi. Donc moi je vais parler maintenant de l'aspect justement communauté. Donc il y a une très forte communauté sur Kubernetes, assez large et active justement de développeurs et d'utilisateurs, et qui contribue justement régulièrement à l'amélioration continue de ses fonctionnalités. Donc ça c'est un gros plus, c'est-à-dire que voilà, si un jour on a un souci ou autre, on peut se retourner dessus et faire appel et avoir des conseils ou comment résoudre son problème. Cette communauté fournit généralement de la documentation complète. On retrouve donc des forums de support, des outils open source pour justement aider les utilisateurs à adopter et utiliser Kube de la façon les plus efficaces. Et justement, cette communauté est vraiment active, elle est engagée, et justement, elle a pour objectif, cette communauté, que Kube reste justement la pointe du progrès en matière d'orchestration de conteneurs. Ensuite, au niveau écosystème d'outils, donc il y a un vaste écosystème d'outils, donc on ne va pas tous les citer, mais il y en a vraiment beaucoup qui rajoutent justement des fonctionnalités supplémentaires comme pour la surveillance, la journalisation, la mise en réseau, la gestion des configurations et bien plus. Il y a aussi tout ce qui est outils qui permettent d'étendre les capacités de Kube et de répondre aux besoins spécifiques des organisations. Donc il y en a certaines pour vraiment faire de l'optimisation, elles vont vouloir être à 100%, enfin pas forcément à 100%, mais elles vont vouloir exploiter toute la puissance mise à disposition à un instant T et pas forcément avoir quelque chose d'alloué et de taper dedans. Voilà. Donc il y a ça pour justement réduire les coûts. Donc ça dépend des stratégies, mais c'est des choses c'est des outils qui sont mis en place. Et il y a aussi donc l'intégration aussi d'outils existants et qui facilite justement l'adoption de Kube dans des environnements informatiques existants comme pour le on-premise par exemple. Il y a tout un tas d'outils qui peuvent aider en la matière. Enfin, il y a aussi la partie support éditeur. Donc tout à l'heure, Rami, tu parlais justement du fait que il y a une facilité de portabilité justement. En fait, le principe de Kube sur les différents CSP, c'est qu'en fait, c'est nos images et autres, nos containers, ils seront un peu agnostiques en fait aux fournisseurs. Donc, ça permet justement d'avoir une solution. Enfin, ces différents CSP fournissent des solutions clés en main, mais ça permet surtout d'être agile dans le déploiement et dans la gestion des infrastructures dans les différentes entreprises. Voilà. Il y a aussi les éditeurs qui fournissent en plus, donc les éditeurs qui fournissent des outils supplémentaires, qui fournissent un support et du conseil pour aider les organisations. Ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir justement des conseils. J'avais une application justement monolithique comme on le disait tout à l'heure et qu'il a fallu éclater en tout un tas de modules, mais on y reviendra à la fin dans un module sur les cas d'usage.
Les petits exemples d'outils de monitoring que j'ai utilisés moi sur Kubernetes, c'était comment il s'appelait, Cubes Obview. Mhm. Et en fait, c'était une sorte de ça ressemblait un peu à du Tetris. C'était assez marrant parce que les gens ils pensaient qu'on était en train de jouer quand ils passaient devant nos écrans de monitoring. En fait, on voit tout est représenté sous forme de cubes qui se déplacent un peu à la volée en fonction de l'activité. Et donc, du coup, en un coup d'œil, en regardant les cubes qui deviennent rouges ou qui deviennent verts, on sait, et si quand, bon, comme toujours, hein, quand c'est du rouge, on commence à s'inquiéter. Mais voilà, voilà. En un coup d'œil, un petit outil qui a été mis en place, monitoring de tout le cluster cube et de toutes les instances qui existent dessus. C'est plutôt sympa, je vous invite à regarder Cube of Zoo, c'est marrant. Et puis, à contrario, le fait d'avoir une communauté qui est très, 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 très étendue, c'est très pratique pour avoir beaucoup de plugins et beaucoup de fonctionnalités. Mais ça rend malheureusement aussi le déploiement assez complexe à faire parce que Kubernetes, ça n'est pas que une distribution, c'est un ensemble d'outils qui sont mis tous ensemble pour fonctionner de concert. Et le fait qu'on ait une énorme communauté, c'est très pratique pour avoir des réponses rapidement, mais par contre, ça veut dire aussi que c'est pas simple à déployer. On va avoir une quinzaine de plugins réseau différents pour pouvoir configurer le réseau. On va avoir une quinzaine aussi de plugins pour la partie stockage suivant les typologies de stockage que l'on va avoir. On va avoir aussi des méthodes de gestion de la sécurité qui sont différentes suivant la manière dont on va vouloir le déployer. Donc en fait, quand on fait un déploiement de Kubernetes, c'est assez complexe parce qu'on a beaucoup d'outils différents qui sont existants. Alors ça, c'est très vrai quand on parle pour son propre cluster Kubernetes, à savoir un cluster qu'on a déployé soi-même, et donc on va gérer de A à Z entièrement, ce qui veut dire que on a la main sur l'intégralité des outils. Et on a même aussi des problématiques de compatibilité, c'est-à-dire que les outils ne sont pas forcément tous compatibles entre eux. Par exemple, un plugin réseau ne sera pas forcément compatible avec un plugin de stockage, euh, avec l'ensemble des plugins de stockage. Et donc, Ça rajoute de la complexité, en fait, au final. exactement. Ouais. Et en plus, ça veut dire que au passage, on perd une partie de rétrocompatibilité. C'est-à-dire que quand on monte de version régulièrement l'ensemble de ces outils, alors faire très attention quand on fait une montée de version de Kubernetes, il faut bien vérifier aussi à l'avance la montée de version de l'ensemble des outils qui sont autour de Kubernetes et qui sont dans Kubernetes. Je parlais tout à l'heure des différents plugins. Quand on passe d'une version 1 à une version N plus 1, il faut bien vérifier vraiment la liste de ces compatibilités. Alors, ça, c'est pas vrai. Par contre, quand on est dans un ou plusieurs clusters Kubernetes qui sont 100% gérés. Ça fait partie des conseils qui sont simples en fait à mettre en place. C'est ne vous embêtez pas à gérer l'intégralité de votre ou de vos clusters. Utilisez plutôt des clusters déjà tout prêts sur étagère, qu'on soit chez Google pour la partie GCP, chez Azure avec AKS ou chez AWS avec IKS. Donc vraiment, bien penser au fait que votre cluster Kubernetes, c'est un ensemble d'outils, et c'est un ensemble d'outils qui est parfois un peu chaotique, et donc il faut bien faire attention à la gestion de l'ensemble des versions. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que toutes les fonctionnalités qui ont été décrites à la fois par Rami et par Philippe auparavant, elles existent toutes, mais elles existent toutes quand on a bien déployé son cluster. Et ça, c'est un choix fondamental, c'est vraiment le choix d'architecture de base, comment est-ce qu'on va déployer son cluster Kubernetes. Et la question corollaire qui peut venir derrière, c'est comment est-ce qu'on fait pour déployer un cluster Kube quand il est multi-data center. Et ça, c'est une vraie complexité aussi. Et la réponse, c'est souvent, on ne déploie pas de cluster multi-data center, on le déploie dans un seul data center, et devant, on met des répartiteurs de charge, des load balancers en bon français, pour faire la répartition entre les différents clusters existants. Donc ça aussi, c'est un choix d'architecture qui est un peu complexe à mettre en place. Pour ceux qui veulent aller vraiment beaucoup plus loin dans la manière dont on peut faire ce type de déploiement, je vous invite à vous renseigner sur tout ce qui est Blue-Green Deployment. C'est vraiment une question assez complexe sur savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer ces montées de version et comment est-ce qu'on fait pour avoir des clusters Kubernetes étendus sur plusieurs data centers ou chez nos fournisseurs de cloud préférés sur plusieurs régions. Ça n'est pas du tout la même manière de voir les choses. Un petit rappel aussi que j'ai oublié de dire en introduction, la définition même fournie par la CNCF, donc l'association qui gère
les dispositifs cloud natifs, c'est pour Kubernetes, c'est un système d'exploitation pour data center. Ça veut dire que ça peut remplacer l'intégralité de vos fonctionnalités, que vous avez déjà on-prem. Mais ça reste un orchestrateur de conteneurs, pas un orchestrateur de machines virtuelles. Et donc je vais laisser Philippe sur la partie montée en Et donc compétences. donc tout ce que tu as résumé, Sylvain, en fait, ça montre, enfin ça pointe le doigt sur en fait justement la montée de compétences. C'est pour ça qu'on l'a rajouté. C'est que tous ces outils-là, c'est bien, mais il faut savoir les exploiter, il faut savoir les mettre en place. Donc l'apprentissage de manière générale sur Cube, c'est un processus de base qui est quand même long et ardu parce que c'est quand même un vaste sujet. Il faut maîtriser toutes les couches. Donc on a parlé des couches stockage, réseau, voilà, enfin et d'autres. Sécurité aussi. Et sécurité, voilà, exactement. Donc ça nécessite vraiment d'avoir un spectre large en termes de technicité. Et donc ça nécessite des formations approfondies et une expérience pratique. Et justement, il y a des formations et des certifications comme les CKA qui est proposé justement, et puis d'autres qui sont proposées et qui sont très intéressantes parce que justement pratiques. Donc ça permet de couvrir plus. Et généralement, quand on utilise ce type de techno, il est important, de mon point de vue, alors ça dépend effectivement de la structure, on en revient toujours à la structure organisationnelle, c'est d'avoir une équipe dédiée. C'est ce qui se fait de mieux, parce qu'en fait, si on a un profil généraliste, on pourra faire de bonnes choses, mais on pourra pas aller être pointu. Tout à l'heure, Sylvain parlait justement des différents types de déploiement. Ça fait partie des choses qu'une équipe justement dédiée saura savoir gérer justement pour faire une montée de version et impacter au moins la production et les clients finaux. Donc il faut, de mon point de vue, une équipe qui puisse faire donc la gestion efficace de cet environnement Cube avec des spécialisations donc en admin, en développement logiciel et en DevOps surtout. Ce manque de compétences, s'il y a un manque de compétences internes, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, voilà, ça doit être un warning en disant, voilà, on constitue une équipe et on voit parmi nos employés qui peut être, qui voudrait monter en compétences et qui voudrait s'impliquer dedans. On peut identifier des champions en fait. Oui, voilà, exactement. Et enfin, justement, Cube, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même une forte dépendance. Donc on l'a vu, Sylvain nous a expliqué la dépendance justement avec les outils un peu tiers, enfin voilà, ces modules que tu parlais tout à l'heure. Cube, justement, lui s'appuie sur une infra déjà existante en fait, qui est donc sous-jacente, comme les serveurs, le réseau, le stockage. Et on doit faire en sorte d'analyser chacun de ces composants pour éviter une panne, justement. Donc il y a pas, quand on utilise Cube, il n'y a pas que Cube en fait. Il faut vraiment avoir une approche globale et pas rester focus que sur Cube. Il faut vraiment auditer chaque composant et pour s'assurer que ça ne va pas nous jouer des tours quand on sera en environnement de production et que derrière il y aura des centaines ou des milliers d'utilisateurs qui vont se connecter dessus. Et enfin, voilà, justement, il y a aussi la dépendance à des outils tiers pour la surveillance. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la journalisation et puis justement la gestion des configurations. Tout ça, justement, ça augmente la complexité et les coûts. Donc, très important de se former, de mon point de vue. Mais alors, du coup, c'est fait forcément pour des grandes entreprises. Finalement, qu'est-ce qu'on en ressort en fait effectivement de ces pour et contre. Ça va dépendre entre guillemets de quoi. Alors globalement, Kubernetes c'est fait pour des sociétés, des entreprises, des sociétés qui ont l'habitude de gérer un tout petit peu de conteneurs. Ça peut être des toutes petites sociétés, des startups avec 5-10 personnes, voire moins, ou à contrario des très 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 grands groupes. De mon expérience, je l'ai vu dans les deux. Dans toute taille de société et d'infrastructure, ça fonctionne dans tous les cas, à savoir qu'on soit on prend des grands groupes, soit on prend au contraire des petites structures. Par contre, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était important de savoir où on va se faire héberger. Est-ce qu'on prend son propre hébergement ou est-ce qu'on se fait aider? Mais globalement, ça fonctionne partout à partir du moment où on a la maîtrise de son propre code. Tout à l'heure, on parlait d'applications monolithiques. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ne savent pas découper leurs applications, et donc ces applications-là ne sont pas éligibles à migrer à un moment ou à un autre dans Kubernetes, justement parce que l'éditeur ne sait pas la découper, ou ne sait pas encore la découper. Alors après, j'ajouterais aussi un autre point, c'est que effectivement, Sylvain, tu as raison,
ça se voit beaucoup dans les grosses organisations. Mais après, en termes de petite organisation, justement, il y a les CSP, donc fournissent aussi des services managés qui nous évitent de rajouter de la complexité. En gros, on a notre console et tout se fait dedans, je schématise, hein, mais ça permet justement de gagner en agilité et sans même forcément avoir de connaissances pointues, bah, on se fait aider justement par le fournisseur. Ok. Tout est déjà prépackagé. Ok. En fait, ne vous limitez pas par rapport à, ne vous dites pas, on est une petite boîte, donc forcément on n'a pas besoin de Kubernetes. On est une grosse boîte, donc on ne peut pas aller sur Kubernetes. Analysez vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de résilience, de scalabilité? Quels sont les besoins techniques et organisationnels que vous avez besoin? C'est vraiment ça et en fonction de ça, réussir à dire est-ce que c'est intéressant, et de staffing aussi, hein, bien sûr, c'est très important, les équipes. Et en fonction de ça, savoir ce que c'est intéressant ou pas. Ok. Merci beaucoup. Philippe, Sylvain, est-ce que vous voulez nous parler Oui, alors effectivement, tout à fait, tu as raison. Il y a, de notre point de vue, cette méthodologie, on parle de méthodologie quand on déploie du cube, mais il faut, comme je l'ai rappelé là juste avant, en fait, il faut avoir une approche globale. La première chose, c'est analyser le niveau technique de ces équipes et voir qui sont ceux qui vont pouvoir adhérer au changement. Parce que c'est aussi un changement au niveau de l'outillage, c'est aussi un changement de façon de faire, et ça peut faire peur. Ça, c'est la première chose. Après, Rami tout à l'heure l'a dit en introduction, il faut aussi un sponsorship. C'est-à-dire qu'il faut des gens dans la direction, des personnes qui puissent être moteurs et qui puissent être force de proposition, accompagner le changement et aider les équipes et avoir évidemment aussi du budget. Donc c'est la première étape, c'est vraiment le top management, dire go, no go, faire une analyse des équipes. Après, sur le niveau 2, donc on a mentionné, c'est donc middle management, les applications éligibles. Alors là, ça se complique un petit peu en fonction du périmètre de l'entreprise, de son secteur d'activité. Il y a certaines applications, outre le fait qu'elles soient monolithiques ou découplées possiblement, il y a le contenu de la donnée déjà. Est-ce que l'application que va héberger ma donnée, est-ce que la data que va héberger ma donnée, mon application, pardon, est-ce qu'elle va être compliant pour aller dans du cloud, par exemple? Donc déjà, ça c'est la première chose. Après, il va falloir faire une analyse de chaque application pour voir est-ce qu'elle peut être découplée ou pas. Et ça, c'est un travail qui se fait vraiment en amont par une équipe généralement qui est spécialisée dans ce type d'audit, qui va donner le go ou le no-go. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, il y a le monitoring, si tu veux dire un mot, Sylvain. Oui, alors, une fois qu'on a passé la partie middle management, donc ça, c'est plutôt pour les grosses structures. Pour les structures un peu plus petites, le top management et le middle management, généralement, sont confondus. Mais donc, une fois qu'on a passé cette étape de lister les applications qui sont éligibles à un instant T à une éventuelle migration vers Kubernetes, il faut savoir aussi, c'est ce qu'indiquait tout à l'heure Rami, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire du monitoring. Et aussi, il faut savoir comment est-ce qu'on monitore ces applications. Quand on est dans Kubernetes, 100% des requêtes se font via de l'API. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, pour faire le monitoring de votre application, ça veut dire que votre application doit répondre qu'elle est en vie ou pas. Et c'est vraiment cette observabilité qui va pouvoir définir si on est ou pas capable de migrer une application dans Kubernetes. Parce que si une application répond qu'elle est en vie, mais pas sur un canal que Kubernetes sait lire, donc vraiment de la requête classique API, eh ben, le cluster cube ne va pas savoir évaluer si l'application est fonctionnelle ou non. Et donc, soit il va la laisser tourner, mais sans jamais avoir l'automatisation dont parlait Rami tout à l'heure, à savoir les redémarrages quand l'application est cassée et qu'elle indique qu'elle ne fonctionne plus correctement. Ou alors, on peut se retrouver avec au contraire des conteneurs qui redémarrent en permanence. Et là, c'est pas du tout ce qui est souhaité dans ce cadre-là. Donc vraiment bien faire attention à cette partie observabilité et être capable de dire mon application ou les composants de mon application sont capables de répondre en API en disant je suis en bonne santé, je marche, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ou alors au contraire de dire je suis pas en bonne santé s'il fonctionne pas, ou alors de ne pas répondre.
Voilà. Et donc, c'est pour ça, bien faire attention à cette phase-là, parce que ça va vous permettre derrière d'avoir toute l'automatisation de vos compteurs qui est liée justement sur ce monitoring. Et aussi, dans l'évaluation technique, on en a beaucoup parlé également sur le mode d'hébergement. Là, c'est vraiment, est-ce qu'on choisit quelque chose qui est plutôt dans le cloud, plutôt simple à utiliser, mais pas forcément avec toutes les fonctionnalités qu'on voudrait, ou à contrario, est-ce qu'on veut quelque chose qui est plus à la vanille, donc un cluster Kubernetes qu'on a déployé soi-même, avec l'ensemble des fonctionnalités que l'on aura choisies, mais avec la possibilité aussi derrière d'avoir quelque chose qui est complexe à gérer, et donc de bien faire attention à savoir quel est ce qu'a dit tout à l'heure Philippe, l'évaluation du niveau technique de son équipe. Donc bien choisir son mode d'hébergement. Si on a des spécialistes Kubernetes, pas de problème, vous pouvez l'avoir chez vous dans vos propres data centers. Il n'y aura pas ces problématiques-là. Par contre, si vous n'avez pas de spécialiste Kubernetes, vraiment plutôt vous orienter vers quelque chose d'un petit peu plus automatisé, de complètement packagé et de prêt à être déployé et à être utilisé par vos fournisseurs préférés. Alors ça peut être aussi des distributions clés en main comme le ferait Red Hat ou comme le ferait Mirantis. Hein. C'est des packages qui sont déjà préexistants, mais et c'est de l'application on-prem, donc là vous pouvez l'utiliser, mais attention, ça reste quand même plus complexe qu'un simple clic, presque un simple clic sur démarrer un cluster cube avec X nœuds à l'intérieur. Point. Alors j'ajouterais aussi autre chose sur la partie justement hébergement, Sylvain, Ouais. c'est que en fait en fonction du type d'hébergement vers lequel on veut aller, il y a aussi une forte dépendance avec le top management. C'est-à-dire qu'en fait en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, par exemple il y en a certaines, moi ça m'est déjà arrivé par le passé, j'ai eu le cas de plusieurs entreprises qui refusaient d'aller ou sur Azure ou sur AWS, justement par conflit de marché en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient potentiellement sur le même secteur d'activité et ils voulaient pas mettre la donnée par crainte justement par crainte que leurs données soient aspirées ou espionnées. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà. Après il y a effectivement l'aspect on-prem comme tu disais, et puis les différents modes. Voilà. Et on a aussi l'aspect régulation. On peut être sur un marché bien particulier, un secteur d'activité bien particulier, où on a un ou plusieurs régulateurs qui travaillent avec nous. Donc pour le secteur bancaire, ça va être la partie BCE. Pour le secteur financier, ça va être l'AMF. Pour l'armée, ça va être le ministère de la Défense directement. Donc on a vraiment toutes ces contraintes aussi à prendre en compte, qui vont donner quel type de mode d'émergement on va devoir choisir ou pas. Et c'est pour ça aussi que savoir si on peut migrer sur Kubernetes, ça va aussi être une question, est-ce que je peux utiliser des infrastructures cloud ou est-ce que j'ai l'obligation par contre d'utiliser des infrastructures on-premise? Et si j'ai des infrastructures on-premise, est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser un éditeur tiers ou au contraire, est-ce que je dois être capable d'auditer 100% du code de ma plateforme et donc d'avoir un Kubernetes façon vanille, mais pas packagé du tout. Donc on est vraiment sur la conception, sur la manière dont on déploie son cluster et quelles vont être les briques sous-jacentes que l'on va utiliser. Alors, une fois qu'on a fait donc, toute cette partie pré-cadrage, on va dire, là, cette fois-ci, on est sur du déploiement du cluster. Et une fois qu'on a déployé son cluster, c'est très bien d'avoir un cluster, mais il faut mettre des applications à l'intérieur et donc décrire l'ensemble des méthodes de déploiement. Donc Kubernetes fonctionne à 100% avec de l'infrastructure as code. Donc c'est soit du YAML, soit du JSON pour les langages utilisés pour faire ces déploiements. Et donc on décrit 100% de son infrastructure. Et ce qui est intéressant aussi avec Kubernetes quand on fait ces déploiements, c'est que on décrit ce qu'on veut et le cluster après se débrouille pour mettre à disposition suffisamment de ressources pour l'application en question. Et s'il n'y a pas suffisamment de ressources pour l'application en question, il va simplement aller dire j'ai pas tout ce qu'il faut, je patiente tant que je n'ai pas les ressources nécessaires. Alors quand on est on-prem, ça c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que vous allez devoir à un moment ou à un autre utiliser et ajouter des ressources à la main. Par contre, quand on est chez les fournisseurs de cloud, eh ben, c'est très pratique parce que ça veut dire qu'on va pouvoir démarrer automatiquement des machines virtuelles ou des stockages supplémentaires qui vont être configurés par son propre cloud, par son propre cluster Kubernetes qui va provisionner tout seul l'ensemble des infrastructures. Donc, ce qu'on peut faire quand on est dans le cloud, c'est pas vrai quand on est on-prem, mais c'est uniquement quand on est dans le cloud, c'est dire à mon cluster, j'ai un cluster minimal qui décrit l'ensemble de ces ressources, et à l'intérieur,
lui dire, tu as la possibilité d'aller t'étendre sur tel type de stockage, tel type de machine virtuelle, et derrière, il va grandir tout seul en fonction des besoins des applications qui sont sous-jacents. Ça permet effectivement d'avoir une bonne élasticité de son cluster Kubernetes. Et une fois qu'on a fini les déploiements de ces applications, eh ben, on repart pour un tour sur la partie middle management que décrivait tout à l'heure Philippe, sur l'éligibilité des applications et savoir quelles sont celles qui peuvent de nouveau être éligibles, savoir si on peut avoir le monitoring associé et repartir éventuellement pour un autre mode d'hébergement. Tout à l'heure, je parlais aussi de Blue-Green Deployment. Ça, c'est ce qui permet de faire les montées de version de ces clusters cubes. Attention, quand vous utilisez Kubernetes, quelle que soit la version, la durée de support que vous avez, elle est relativement courte. C'est-à-dire que tout éditeur supporte entre 2 et 3 versions majeures, sachant qu'il y a des versions majeures qui sortent tous les 6 mois, ça veut dire 1 an à 1 an et demi de support par version de Kubernetes. Donc bien faire attention aussi à ça. Les montées de version sont extrêmement régulières. Donc c'est une petite contrainte, mais c'est intéressant. Personnellement, je sais que si je ne peux pas partir si on me demande conseil et que on me dit non, nous, pour des contraintes légales ou stratégiques, on ne peut pas partir sur du cloud et on doit avoir un cluster auto-managé, pour moi, ce sera un très gros poids sur est-ce qu'il faut partir sur du Kubernetes ou pas. C'est clairement, parce que honnêtement, gérer un cluster Kubernetes, faut pas vous dire que ça va être la même personne qui fait le dev qui va pouvoir le faire au quotidien. C'est vraiment, enfin, encore une fois, l'intérêt d'une équipe dédiée, quoi. Il y a des équipes dédiées. Vraiment, il y a du staffing derrière ça. Alors que quand on fait sur du cloud, honnêtement, c'est plutôt sympa. C'est plus facile. Je voulais revenir sur le dernier point que Sylvain a mentionné sur la partie plan de déploiement. Donc effectivement sur la partie cloud, bon, c'est quand même plus facile entre guillemets pour le provisioning de ressources. Quand on est sur de l'on-prem, ça nous oblige à rajouter justement un capacity planning pour pouvoir justement suivre un peu son infrastructure au plus près. Parce que c'est bien beau de se dire oui, ouais bah je rajoute des clusters, je rajoute des pods dans tous les sens et ça va grandir, etc. Mais derrière, si notre infrastructure, en fait elle est pas suffisamment dimensionnée, c'est aussi un point à vraiment prendre en compte. Enfin voilà, comme depuis le début, voilà, faut vraiment avoir une approche vraiment globale et essayer de cerner au maximum toutes les dépendances. Voilà, c'est vraiment important avant de se lancer et de se recentrer sur le cœur de Cube. En fait, la première chose que je ferais lors du plan de déploiement, première chose que je déploierais, c'est pas forcément une appli complète, mais en fait déployer un Hello World pour que déjà l'équipe puisse comprendre, ok, voilà, vous avez, si c'est une application web classique ou si c'est une application, peu importe, voilà, vous avez vos conteneurs à déployer. Déployez d'abord vos Hello World. Hop, ok, ça se passe comme ça. Et après, petit à petit, aller sur le plan enrichir suivre le plan de déploiement qui est cité. Une application très simple. Ok, merci beaucoup pour cette méthode très claire. On voulait dire quelques mots aussi, Rami, sur effectivement. Alors, je pense qu'on en a discuté depuis le début de la session, donc je te laisse gérer le timing sur cette slide. Mais dans quel cas ne pas y aller? Ouais, moi là vraiment le premier élément que je dis il faut pas y aller, c'est ne pas y aller juste pour suivre la mode. Si en fait analysez votre besoin technique, si en fait vous avez un gros monolithique qui demande d'écrire beaucoup de trucs sur le disque avec des états, avec voilà, c'est assez complexe à diviser. Et en fait, ça va être compliqué. La partie Kubernetes va être très complexe. Il va y avoir des bugs, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Il y a aussi le fait que si vous avez besoin d'applications qui ne sont pas elles-mêmes conteneurisables, qui viennent d'autres groupes, je pense notamment à tout ce qui est sur data, etc., des fois, qui ne sont pas conteneurisables. Elles n'ont pas été faites, enfin, conteneurisables maintenant, la plupart le sont, mais elles ne sont pas faites pour fonctionner sur Kube. Bon, dans ce cas, vous allez peut-être avoir des contraintes, c'est peut-être pas tip-top la carotte, quoi. Et si vous n'avez pas besoin d'élasticité, élasticité, je rappelle, c'est pouvoir grandir, mais c'est aussi pouvoir rétrécir. Ça va dans les deux sens. Donc, on augmente les coûts, on les diminue. Vous n'avez pas besoin forcément de résilience en soi. Vous pouvez vous permettre une panne d'une journée ou voilà, comme ça. C'est pas votre business entier qui va en dépendre. Encore une fois, pourquoi dans ce cas-là vouloir aller sur Kubernetes? Et bien sûr, c'est le contexte organisationnel. Quand on dit contexte organisationnel, donc c'est assez large comme périmètre. Si lui, il n'est pas favorable avec une direction qui ne le permet pas ou une stratégie commerciale qui ne le permet pas, business et ainsi de suite. Dans ces cas-là, on peut y aller. Les infrastructures actuelles, ça fait des dizaines d'années qu'elles tournent et on a toujours réussi à les faire tourner jusqu'à maintenant, donc ça marche encore. Ok, merci. Philippe, tu es en phase?
Alors moi je suis en face, alors je rajouterais autre chose, alors c'est en lien avec une précédente table ronde qu'on a effectuée il y a quelques temps, c'était migrer vers le cloud. Et justement, ça me fait penser que en fait, bon ok on a un gros monolithique, mais il y a un moment, est-ce que ça vaut le coup ou pas de le faire un refactoring, ou alors carrément C'est vrai. on peut se poser la question, donc c'est la fameuse stratégie des 6 ou 7 R, ça dépend comment on se place, mais la question elle a le mérite de se poser justement. Et Ouais, je je suis pense que d'accord. ça fait partie justement de l'assessment en fait des applications. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette application-là, on la supprime tout simplement? Est-ce qu'on la refactor? Est-ce qu'on la met au standard entre guillemets du cloud? Ou alors on fait un basic lift and shift? Voilà. Enfin, c'est chaque stratégie, enfin chaque application répond à une stratégie qui lui est propre. D'où l'assessment. Ok, très bien. On en revient toujours à cet assessment. Merci pour cette méthodo, ce tour d'horizon un petit peu des pour et des contre, des fonctionnalités et des dans quel cas y aller, dans quel cas pas y aller, etc. Je pense que vous avez donné beaucoup de retours d'expérience. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, il nous reste encore quelques minutes pour couvrir un petit peu ces sujets. Sinon, voilà, je voulais qu'on parle un petit peu de cas un peu concrets. Est-ce que voilà, vous avez des retours d'expérience Ouais, Oui. qui ouais, ouais. corroborent que faut y aller Moi, ou faut pas y aller justement? bah, mon- Ou quelqu'un d'autre. Alors, moi, ce que je vais j'allais y dire, aller. vas-y, c'est bon. Oui. Alors, j'allais dire, c'est une grande fédération sportive qui aime beaucoup les ballons ronds, sans la nommer directement, qui a passé en fait son site web vitrine, donc vraiment sa vitrine, sur Kubernetes, qui derrière, au passage, a passé d'autres applications sur le même cluster Kubernetes. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé de savoir s'il fallait un cluster par application ou un cluster multi-applicatif. C'est une vaste question, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Et eux, Ouais, ils ont je suis fait un d'accord. choix. Ils ont fait un choix qui est d'avoir un cluster multi-applicatif. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là? Ils voulaient avoir de l'élasticité et du monitoring automatique. Et donc, ils ont mis en place toutes les métriques qui permettaient d'avoir de la reprise sur panne de chacun des composants de leur application. Et derrière, la montée en charge automatique a fait que la nuit, ils avaient un ou deux conteneurs oui, un ou deux conteneurs qui tournaient pour leur application, parce qu'il y a quelques requêtes sur le site web, et le jour, ils montaient à 60, 80 conteneurs automatiquement pour leur application. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont cette élasticité? C'est parce qu'ils sont hébergés justement sur le cloud. Et en étant hébergés chez un fournisseur de cloud, ils ont pu avoir automatiquement des machines virtuelles et une adaptation automatique de l'intégralité de leurs ressources physiques réellement utilisées derrière. Et donc ça leur a permis, eux, de non seulement diminuer les coûts, mais aussi d'améliorer le temps de réponse pour l'ensemble de leurs utilisateurs. Mhm. Nathalie, tu as le micro coupé si tu Oui. voulais parler. Excusez-moi, il y a une question en privé qui arrive. Bonjour, que pensez-vous des solutions serverless basées sur Kubernetes de type Cloud Run chez Google et qui permettent de s'affranchir d'administrer un ou plusieurs clusters? Alors, ça fonctionne plutôt bien, le serverless, alors qu'on soit chez AWS avec Fargate ou chez Cloud Run pour Google. Ça marche bien à un détail près. C'est quand on veut quand on souhaite mettre en place des solutions de captation d'informations sur l'ensemble de son cluster. Alors, ça porte un nom un peu barbare, ça s'appelle des daemon sets. Cette chose-là ne fonctionne pas du tout quand on est sur du serverless parce que à chaque fois qu'on va instancier un pod, en vrai, derrière, on va instancier une ressource dans une machine qui va être bien cloisonnée. Et donc, on ne peut pas avoir de communication et de captation de l'ensemble des métriques de son infrastructure sous-jacente. Donc, c'est très bien quand on veut faire fonctionner des pods qui sont très éphémères. Ça marche par exemple particulièrement bien quand on est dans le cadre d'une chaîne d'intégration continue, une CI/CD. Ça ne marche pas, par contre, quand on est dans le cadre d'une application qui a des états. Ça marche beaucoup moins bien dans ce cadre-là. Ok, merci beaucoup. Rami, Philippe, je ne sais pas si vous voulez compléter, sinon... Oui, moi je peux Ouais. compléter, enfin pas sur cette partie-là, mais sur mon expérience justement en termes de cube. Hein. Moi, ça m'est arrivé dans mes précédentes expériences d'être dans une société qui justement avait un gros monolithique, donc pour le coup vraiment une application legacy des années début 2000,
voire voilà, vraiment début 2000, une grosse application bien lourde, chargée d'une trentaine de composants à l'intérieur, donc chacun développé et assemblé au sein d'une même application, donc qui faisait appel en plus à une base de données soit intégrée, soit externalisée sur d'autres serveurs. Donc tout ça, c'était un plan de transfo. Enfin, je suis arrivé dans cette entreprise-là il y a quelques années, et le plan de transfo, c'était un plan de transfo sur 6 à 7 ans. Durant mon passage, il y a eu 5 ou 6 modules qui ont été migrés. Voilà, pour ça. En fait, ils ont éclaté. Ils ont mis effectivement le budget pour justement rendre cette application-là cloud native, si on peut dire Ouais, ça c'est comme ça, ça. ouais. Mhm. Et justement, ils ont donc éclaté cette application-là, redesigné redévelopper tous les modules et établir un plan de transformation. Donc c'est quelque chose qui est très long quand on parle vraiment d'une application legacy un peu monolithique et un peu lourde. Surtout quand elle fait appel à des dépendances comme des bases de données Oracle, par exemple, ce genre de choses. Donc faut vraiment bien réfléchir et se dire que c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui doit se réfléchir, ou sur lequel on doit se projeter et établir vraiment une roadmap sur plusieurs années en fonction de l'historique de l'entreprise et de l'applicatif pour l'entreprise et de sa criticité vis-à-vis du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ok, merci beaucoup. Et Rami? Moi, le petit truc que je pourrais vous conseiller, c'est, j'ai déjà essayé aussi, et j'ai trouvé que ça c'était du pain béni, c'était pour la CI/CD, qu'elle tourne sur un cluster Kubernetes. Vous pouvez d'ailleurs en faire un. On parlait justement de un seul cluster kube ou plusieurs. Vous pouvez en faire un uniquement pour votre CI/CD. Et là, c'est du pain béni. Honnêtement, on avait mis en place, en plus GitLab, il a un système automatique de feature env où chaque branche avait un environnement dédié avec le code qui était appliqué dessus. Pour les product owners, c'était du pain béni aussi parce que ils pouvaient tester chaque fonctionnalité indépendamment avant qu'elle soit mergée. Donc, pas besoin de faire des grosses campagnes de tests sur tout un environnement, puis tout refaire d'un coup. Chaque environnement avait son périmètre de test. Et on pouvait immédiatement identifier les bugs au plus tôt du développement. C'était vraiment hyper pratique. Les environnements se créaient et s'éteignaient. Si vous voulez essayer une première approche de Kubernetes, je trouve qu'en vrai, pour la CI/CD, c'est plutôt une bonne approche. Et vous avez un exemple très 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 connu, hein, c'est GitHub. Quand vous faites des GitHub Actions, c'est exactement un cluster kube derrière qui fonctionne. Ok, merci beaucoup. On a fait le tour? Sauf s'il y a des questions n'hésitez pas. Hein. Non, il n'y a pas de questions. Allez-y, hein. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent après. Voilà, nous, on est disponible effectivement pour allouer du temps, entre guillemets, aussi pour échanger autour de vos cas spécifiques, etc. Donc, du coup, quoi qu'il en soit, vous serez rappelés après ce webinaire. Merci Rami, Philippe, Sylvain, c'était vraiment très instructif, je dirais, et puis très très dynamique. Et merci pour le contenu, pour la préparation, c'était un plaisir. Et merci à tous pour votre présence et on vous souhaite une belle après-midi. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.